messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. La grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire, le professeur Henriette Dagri-Diabaté, vient de publier un nouveau livre. Il est intitulé Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage. Le livre relate non seulement la vie du président Ouattara, mais aussi son combat politique fait de douleur, de sacrifices et de joie avec son accession à la magistrature suprême. Le livre a été officiellement présenté aujourd'hui en présence du couple présidentiel. Le Premier ministre était ce jeudi dans la commune de Benjarville. Robert Begré-Mambé a procédé à la remise de matériel roulant en direction régionale de l'agriculture. Ce sont 31 véhicules et 191 motos que cette direction ont reçu. Des moyens en plus pour une action beaucoup plus efficace sur le terrain. Et puis, il va falloir être très vigilant ce vendredi. Des précipitations plus abondantes sont attendues. La Sodexam prévoit des pluies dépassant le seuil normal de 50 mm. Le directeur de la météorologie était l'invité de la tribune d'échange de l'agence ivoirienne de presse. L'histoire du président Ouattara, sa vie, son combat politique, mais aussi ses succès relatés par l'une de ses plus fidèles compagnons, la grande chancelière honoraire Henriette Dagri-Diabaté. Elle vient de publier Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage, aux éditions Lafon. Un livre qui est aussi présenté comme le récit d'une amitié sincère de deux grandes personnalités au service de la Côte d'Ivoire. Le couple présidentiel a assisté à la cérémonie de présentation de l'œuvre. C'était ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le vice-président de la République, lui, est arrivé hier mercredi en Afrique du Sud. Tiemoko Méliette Koné a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du président réélu Cyril Ramaphosa. La cérémonie s'est tenue à Pretoria devant de milliers de partisans du président. Il a d'ailleurs prêté serment et réaffirmé son ambition de lutter contre les formes d'inégalité dans le pays. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a remis 31 véhicules et 191 motos aux directions régionales de l'agriculture. La cérémonie s'est tenue à Benjarville ce jeudi. Le témoignage de Herman Guivet. Des véhicules type tout-terrain et des motos remis aux directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Cette remise de matériel roulant s'inscrit dans le cadre du renforcement de la mobilité des personnels de ce ministère, ceci dans le cadre du projet de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire, dans son volet suivi et évaluation. Partenaire financier du projet, la JICA, la coopération japonaise et la Banque africaine de développement, ces institutions financières rassurent, elles seront toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour soutenir son développement. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des véhicules aux directeurs régionaux de l'agriculture, acquis dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence de POSI, cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement, dont le coût est estimé à 114 millions d'unités de compte, soit 144 milliards de francs CFA. Le financement du programme est assuré par un prêt FAD d'un montant de 120 millions d'unités de compte et d'un prêt de la JICA à hauteur de 54 millions d'unités de compte. De gros efforts financiers sont engagés en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. À ces efforts s'ajoute la prise en compte de la variable mobilité pour les agents engagés dans le processus et dans tout programme devant permettre d'y aboutir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les véhicules et les motos permettront non seulement de collecter et d'alimenter la base du système de suivi et évaluation, mais aussi de suivre les distributions, d'apprécier l'évolution des cultures et de conseiller les bénéficiaires. Ainsi, ces 31 véhicules de type 4x4 et 191 motos ont été acquis au profit des services de concentré de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières. La distribution régionale qui assure la coordination de la distribution et du suivi de l'opération dans sa circonscription administrative bénéficie d'un véhicule et d'une moto. La direction départementale, quant à elle, a droit à 2 motos pour les activités de proximité. Je n'ai aucun doute que mes collaborateurs feront un bon usage de ces engins dans le cadre de la mission de suivi qui leur a été confiée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la réussite du POSI dépend également du décaissement effectif des ressources financières mobilisées pour ce projet. Nous saluons déjà
les efforts du gouvernement à travers le ministère du Budget et des Finances. Mais, encore une fois, Monsieur le Premier ministre, nous vous sollicitons à l'effet de permettre une amélioration des décaissements attendus sur ce projet. Du matériel roulant qui contribuera assurément à la bonne mise en œuvre du projet, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a eu des mots particuliers, des mots d'encouragement pour les personnels engagés dans la réussite de ce projet. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Agriculture, l'événement de ce jour vous est consacré, mettre à votre disposition du matériel roulant dans le cadre de l'exécution du programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire, en abrégé DPAUCI. Ce vaste programme d'urgence intervenant sur l'ensemble du territoire national vise à faire face à la crise alimentaire et aux perturbations de l'approvisionnement en intrants essentiels à la production de riz, de maïs et de manioc, notamment les engrais, les semences de riz, les semences de maïs ainsi que les boutures de manioc. Il s'agit donc d'un programme d'envergure, d'une extrême importance, dont le succès dépendra fortement du suivi de proximité des acteurs de la chaîne de valeur agricole. D'où la mise à disposition de ces véhicules et de ces motos. Je vous exhorte donc, messieurs les directeurs régionaux et départementaux, à remplir pleinement la mission qui vous est confiée avec beaucoup de détermination et d'abnégation. C'est un acte majeur que nous venons de poser aujourd'hui. Je voudrais vous rassurer que le président Alassane Ouattara ne ménagera aucun effort pour soutenir ces initiatives d'une importance capitale dans notre quête de la souveraineté alimentaire. Vous aurez à cet effet toujours le soutien du gouvernement et toujours nos encouragements. Du matériel roulant qui permettra aux équipes des directions régionales et départementales du ministère de l'Agriculture de rallier aisément les zones difficiles d'accès. Après le Sénat hier, c'était aujourd'hui au tour du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, de clore sa première session ordinaire pour l'année 2024. Les conseillers ont salué au terme de ces 6 mois de travaux l'action gouvernementale en matière de développement durable. Gilbert Koné-Kafana, le haut représentant du président de la République, y a pris part. Marie-Chantal Akanda. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, s'est réjoui des progrès significatifs effectués pour cette deuxième session ordinaire. Avec un taux de réalisation de 91% des objectifs fixés, l'institution se montre assidue et innovante en vue de consolider ses acquis tout en anticipant les défis à venir. Ce bilan de la première session ordinaire de l'année 2024, dont nous nous réjouissons, appelle de notre part à envisager des perspectives à court terme. Il s'agit à présent de veiller au maintien des acquis, mais aussi de continuer à faire preuve d'innovation dans l'activité institutionnelle. Je voudrais réitérer mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le soutien incommensurable qu'il nous apporte dans l'accomplissement des devoirs de nos charges. Les travaux de cette première session ont inclus des conférences de haut niveau, des visites de terrain et des activités de coopération internationale, soulignant la détermination des conseillers économiques et sociaux à contribuer activement à l'avancement national. L'institution est au travail et l'engagement des conseillers à aller de plus en plus sur le terrain pour visiter des sites et voir exactement la réalité du terrain. Nous sommes très satisfaits. Je pense que les populations de plus en plus se rendent compte que le Conseil économique et social est au travail. Nous essayons de cerner les problématiques qui nous permettent d'affronter les défis globaux de notre planète. Et donc nous pensons que le Conseil économique, social, environnemental et culturel, en tout cas, remplit ses missions. Nous ne sommes pas que dans la réflexion, nous sommes aussi dans l'action, dans la diplomatie économique, dans la prospection pour de nouveaux sentiers
pour notre pays. Des personnalités de haut rang se sont distinguées par leur présence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était représenté par son haut représentant Gilbert Kafana Koné. Au nom du président de la République, remercier et féliciter le président du Conseil économique social pour le travail abattu dans cette première session. J'ai été impressionné donc par la qualité du travail et surtout par la recherche des exemples à travers le monde. Et je voudrais donc l'encourager, lui et ses collaborateurs, à poursuivre afin d'apporter des avis motivés et bien éclairés au gouvernement. La clôture de cette première session est aussi l'occasion pour le président du CESEC de relever les avancées significatives réalisées par la Côte d'Ivoire dans son développement durable et sa modernisation. Aussi a-t-il réitéré ses encouragements à l'Assemblée consultative pour leur engagement et leur implication conséquente. La Fondation pour les études et recherches sur le développement international a organisé aujourd'hui à Abidjan la conférence internationale sur les investissements en Afrique. Les résultats de la cartographie des investisseurs d'impact sur le continent ont été d'ailleurs présentés aux participants au nombre desquels se trouvait l'inspecteur général d'État et le président de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Investir pour obtenir un rendement financier et dans le même temps une incidence positive sur le social et l'environnement. Voilà le sens de l'investissement d'impact. Pour le dire simplement, c'est un investissement qui notamment rapporte de l'argent, mais qui également crée des emplois et respecte l'environnement. C'est aussi un signe de l'importance d'Abidjan dans le paysage de l'investissement privé, que ce soit dans cette ville que la FERDI ait décidé d'organiser le lancement de cette recherche en partenariat avec l'UICI. Ici même, des équipes d'investissement ivoiriennes brillantes opèrent, particulièrement dans les 15 dernières années, au profit des entrepreneurs ivoiriens et construisent, en partenariat étroit avec les institutions publiques ivoiriennes, il faut le souligner, un écosystème de soutien à l'émergence entrepreneuriale particulièrement dense et particulièrement dynamique. Ce jeudi à Abidjan, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international et l'Université internationale de Côte d'Ivoire ont présenté les lignes de leurs travaux sur le sujet. Une démarche que salue le gouvernement ivoirien. L'investissement d'impact en Côte d'Ivoire est particulièrement pertinent dans plusieurs secteurs clés de notre économie, notamment l'agro-industrie pour le développement des chaînes de valeur durables, c'est-à-dire la cacaoculture, la culture d'anacade, etc. La production des énergies renouvelables pour la réduction de l'empreinte carbone et la création d'emplois verts. Le potentiel existe également dans l'investissement dans les secteurs de la santé et de l'éducation pour améliorer le bien-être de notre population et préparer les jeunes générations à participer pleinement à l'économie mondiale. Pour l'inspecteur général d'État, ces réflexions viennent contribuer au débat en lien avec l'investissement d'impact en Afrique, mais également aident à formuler des recommandations sur les moyens de développer ce secteur. Une initiative saluée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, qui préconise une approche coordonnée entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Je reste convaincu, au vu de la qualité des participants ici présents, que les conclusions et les recommandations qui sanctionnent ces travaux, une fois mis en œuvre, permettront de développer cette niche qui pourrait apporter les financements complémentaires importants nécessaires pour accélérer la transformation structurelle de nos économies. Deux panels portant respectivement sur les mutations de l'investissement d'impact, enjeux, évolution et la mesure de l'impact et apport de la recherche ont mis fin aux travaux. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires célèbre son cinquantenaire, une célébration sous fond de consolidation de la dynamique d'excellence engagée par le GSPM, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Raïma Ouattara et plusieurs autres personnalités de la République étaient aux côtés des soldats du feu pour cette célébration. Jean-Marc Djadji. Sauver ou périr, voici 50 ans que ces devises du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM se matérialisent. Ce demi-siècle pour la protection des personnes et des biens est célébré à la caserne de l'Indigné à Adjamé. À cette occasion, 52 pionniers et militaires des membres d'institutions de la République sont honorés. Ils reçoivent les médailles de sauvetage en or, argent et diamant
pour leur acte de bravoure. Je suis très heureux pour nos petits frères, nos enfants, les sapeurs-pompiers. Nous, on faisait la politique de nos moyens. Et actuellement, ils ont les moyens de leur politique. Les interventions du GSPM sont passées de 6 516 opérations en 2011 à 37 920 en 2023, soit un taux de 500% en une décennie. Ce jubilé d'or des soldats du feu est l'occasion de faire le bilan et relever les nouveaux défis. Il faudra retenir que le GSPM a, durant 50 ans, fait preuve d'adaptabilité à une évolution constante de son environnement. Aujourd'hui, le bilan est satisfaisant, mais il peut être encore meilleur. Cela passera par la prise de mesures pérennes visant tant au renforcement du maillage territorial qu'au dimensionnement du corps. Ces 13 dernières années, le dispositif du GSPM s'est vu renforcé. 3 nouvelles casernes ont vu le jour, celles de Korogo, de Nzianouan et de Bingéville. Une action salutaire de l'État de Côte d'Ivoire. Chers sapeurs-pompiers, vous incarnez inéluctablement la bravoure, la dévotion et le dénouement. Chaque jour, vous êtes prêts à affronter des dangers pour sauver des vies, pour secourir des familles, pour protéger nos communautés et préserver l'environnement. Plus de 90% des appels au secours reçus par le GSPM sont de fausses alertes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, invite les populations à la responsabilité. Nous devons les aider à sauver le maximum de vies en évitant d'occuper inutilement les lignes téléphoniques au détriment des personnes véritablement en détresse. Nous devons, de par nos actes, accompagner le chef de l'État et le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour doter nos sapeurs-pompiers d'infrastructures, de personnel et d'équipements. Le cinquantenaire du GSPM, marqué par l'inauguration de la salle de crise pour la supervision des interventions à distance. Et nous vous le disions en titre, il va pleuvoir un peu plus fort que d'habitude ce vendredi 21 juin. Selon la Sodexam, la vigilance est à l'orange. Les pluies vont dépasser le seuil normal de 50 mm. Le directeur général de la météorologie invite la population à la vigilance. Daouda Konaté était aujourd'hui l'invité de la tribune d'échange de l'agence ivoirienne de presse, Régis Kofi. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, annonce une alerte orange ce vendredi 21 juin 2024. Ce qui veut dire que les quantités de pluie seront attendues seront comprises entre 70 et 120 mm de pluie. Donc, elles peuvent être en 12 heures de temps. Donc, elles peuvent engendrer des risques d'inondation dans certaines zones. Face aux journalistes de l'agence ivoirienne de presse, AIP, Daouda Konaté s'est prononcé sur les prévisions météorologiques et la gestion des saisons des pluies, exhortant la population à s'informer continuellement sur les différents canaux d'information. Le seuil d'alerte est de 50 mm de pluie en 12 heures. Là, imaginez que nous avons eu 600 mm en 3 jours et c'est ce qui a engendré toutes ces difficultés que nous avons connues. Nous invitons les populations, nous invitons les usagers vraiment à être prudents, à surtout s'informer sur les alertes que nous menons avec un code couleur. Ça leur permet de pouvoir anticiper l'action. Pour rendre ces services plus dynamiques, la Sodexam annonce l'acquisition du matériel de pointe. L'installation dans chaque région administrative de la Côte d'Ivoire d'une station de surveillance et de météorologie climatique. Également, nous allons acquérir un radar météorologique pour la ville d'Abidjan afin de pouvoir anticiper 12 heures en amont les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la ville d'Abidjan. Cette année, la Côte d'Ivoire fait face à des conditions météorologiques exceptionnelles. Des pluies abondantes et des orages continueront de dominer le paysage dans les jours à venir. Les populations sont donc appelées à une vigilance accrue. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, était au centre d'éducation à distance de la Côte d'Ivoire, une structure chargée de renforcer les capacités des travailleurs du public, mais aussi ceux du privé. Anne Désiré Ouloto est allée s'imprégner de leurs conditions de formation. Grâce Kando. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, au centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, CEDSI, une institution publique spécialisée dans la formation et le renforcement de capacités des agents du secteur public et privé.
Anne-Désirée Ouloto hier pour s'imprégner du fonctionnement de ce centre après sa réhabilitation. Le CELSI est une institution malheureusement qui a eu beaucoup de mal à décoller, alors que le gouvernement a de très grandes ambitions à partir du CELSI. Et c'est un outil de performance de notre administration et même du secteur privé ainsi que des ONG. À partir de ce centre, tous les fonctionnaires et agents de l'État qui sont partout en Côte d'Ivoire peuvent bénéficier de conférences, de renforcement de capacités, de formation même, tout en étant à leur poste de travail, tout en étant dans leur localité. Le centre est comme un cabinet de formation et donc il est agréé FDFP. Donc aussi bien les structures privées que les établissements publics nationaux qui sont des structures de l'État, qui cotisent au FDFP, devraient pouvoir bénéficier de formations qui sont financées par le FDFP. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto invite le personnel du CELSI à promouvoir les valeurs de bonne gouvernance. Les principes de bonne gouvernance sont des exigences du président de la République, qui tient à des pratiques vertueuses, qui tient également à des valeurs au sein de notre administration. J'ai insisté sur la nécessité donc de cultiver toutes ces valeurs. Le CELSI est en partenariat avec 2 structures nationales et internationales. Il s'agit du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire et l'École nationale d'administration publique du Québec au Canada. Le dossier politique de ce 23h est consacré aux organisations de la société civile et leur implication dans la présidentielle à venir, celle de 2025 bien évidemment. Vous le verrez, certaines OSC s'organisent déjà pour être observateurs durant la présidentielle et d'autres ont trouvé comme credo la sensibilisation à un climat apaisé lors de cette élection présidentielle. Le reportage de Souleymane Donisongou. La société civile joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des politiques publiques et les politiques décentralisées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et dans ce sens, au niveau électoral, nous jouons un rôle très crucial. Les élections municipales et sénatoriales ont été un test pour nous préparer à l'élection présidentielle. Faisons le bilan de cette élection. J'ai ici le rapport que je mets à votre disposition. Les organisations de la société civile veulent jouer leur partition dans l'organisation d'élections apaisées et sans conflit en Côte d'Ivoire. Mais que doit-on comprendre par société civile? Pour moi, la société civile, ce sont des personnes dans la société qui peuvent s'exprimer sur tout ce qui se passe, qui ont le libre arbitre, qui ont la permission de dire tout ce qu'ils veulent. En un mot, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. La société civile existe, mais elle n'est pas écoutée. La société civile représente l'ensemble de toutes les forces vives de la nation, les personnes qui sont amenées à jouer un rôle majeur dans le développement d'un pays. Et la société civile s'engage de plus en plus dans les processus électoraux. Objectif, renforcer la transparence des opérations, mais aussi former et encadrer les populations sur les enjeux des élections. Une mission que soutient le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH. Nous avons une forte interaction avec la société civile ivoirienne. D'ailleurs, le test auquel est adossée la création d'une institution en charge des questions des droits de l'homme demande à ces institutions-là d'avoir pour partenaires privilégiés les organisations de la société civile. Et donc, au travers d'un forum des droits de l'homme, au travers de forums régionaux, au travers de groupes de réflexion, nous travaillons avec les organisations de la société civile. Nous nous retrouvons très régulièrement. Avec les échéances électorales à venir, plusieurs plateformes lancent un appel à la sensibilisation de la classe politique et des électeurs. Elles attirent l'attention sur des points de vigilance en matière d'observation électorale et le partage de bonnes pratiques. Nous avons besoin de comprendre le processus électoral. Il faut que la classe politique soit formée. Il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils aient quand même une formation classique de base sur l'enjeu électoral, sur le processus électoral, sur la démocratie. Et aussi, il faut donner une formation à la population sur le jeu démocratique. Et comment choisir le candidat avec un bon programme électoral
qui pourra permettre à la population désormais de faire un choix. Pour Dr Chérif Adama, la société civile en Côte d'Ivoire devient de plus en plus mature. Je pense qu'il existe en Côte d'Ivoire l'émergence d'une société civile forte, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont délié les langues. On voit une société civile qui n'est pas redevable du politique. Une société civile qui a pris son indépendance vis-à-vis du politique. Et cette indépendance vis-à-vis du politique est pour moi un acte majeur qui permet à la société civile de jouer tout le rôle qui lui revient dans la construction d'une nation démocratique. Et justement, les élections présidentielles de 2025 présentent un enjeu majeur pour les organisations de la société civile qui déploient déjà leur stratégie. Nous, pour ici, on fait d'abord la sensibilisation avant, afin que les gens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Ensuite, on va faire la sensibilisation pour que les gens aillent le jour du vote de manière tranquille, aller voter et repartir. On demande aux gens de ne pas empêcher l'autre de voter. Tout ça, c'est le travail que nous faisons à travers le pays. La société civile entend jouer sa partition, mais pour elle, la réussite de la présidentielle de 2025 dépend de la synergie d'action de toutes les parties prenantes. Est-ce que les citoyens eux-mêmes s'intéressent à la vie politique de leur pays? Est-ce que les citoyens sont des personnes qui apportent les contributions à la vie politique de leur pays? Après, il faut regarder aussi au niveau des acteurs politiques. Est-ce que ces acteurs politiques élèvent le niveau du débat? Parce que très souvent, on est dans des guéguerres de personnes. Et puis, est-ce que ces acteurs politiques arrivent à trouver un consensus? Autre sujet, celui de la procédure de couverture de l'observation électorale et les ressources à mobiliser. 2025 est une année très importante pour la Côte d'Ivoire. Les organisations de la société civile doivent travailler en mettant des projets en place, en cherchant des financements pour l'éducation électorale, pour l'observation de ces élections. Mais même avant ça, il y a beaucoup à faire. Ce qui fragilise la société civile en Côte d'Ivoire, la première chose, c'est qu'elle n'est pas subventionnée. Quand vous me demandez quel sera mon rôle, c'est de continuer le lobbying, de rencontrer les décideurs, de rencontrer l'exécutif. Si je ne peux pas voir le président de la République, je peux au moins voir le Premier ministre, lui présenter notre rapport. Nous sommes des acteurs de la société civile. Notre rôle est important pour que la démocratie soit toujours debout. Avec les échéances électorales à venir, les organisations de la société civile entendent pleinement s'engager à la tenue d'élections apaisées et sans conflit, gage de stabilité et de paix durable. Dans le chapitre culture, la musique ivoirienne est en deuil. Lazare Kwame, plus connu sous le nom d'Alan Bill, est décédé à Paris en France. Il souffrait d'un mal pernicieux qui a fini par avoir le dernier mot. Alan Bill fait partie des précurseurs de la musique zouglou avec des titres à succès comme Amougué ou encore Mange Mille. David Soyo. Le lead vocal du groupe Esprit de Yop, Alan Bill de Souza, l'un des précurseurs du zouglou, est décédé ce jeudi 20 juin 2024 à Paris, en France, dans un hôpital à Versailles. Il est auteur de plusieurs titres à succès, dont Mange Mille, El Moutino et Amougué Mougué. Installé depuis quelques années à Paris, Lazare Kwame, son nom à l'état civil, s'était reconverti en organisateur de spectacles. Président de la famille zouglou de la diaspora FASDI, Alan Bill de Souza faisait partie de l'âge d'or du zouglou. Il était également membre de la grande famille des anciens du zouglou, ce qu'on appelle les Doya. Son décès vient jeter un coup de froid dans la grande famille zouglou qui perd ainsi une de ses grandes figures de proue. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Burkina Faso, c'est finalement ce jeudi que le Conseil des ministres qui a lieu traditionnellement le mercredi s'est tenu. Une réunion du gouvernement qui se tient alors que de nombreuses personnes se demandent encore ce qui se passe réellement dans le pays. Où vit exactement le président Ibrahim Traoré et a-t-il toujours l'assentiment de ses frères d'armes? Selon RFI, après l'attaque désastreuse pour l'armée burkinabé sur Mansilla qui a fait au moins 100 morts dans les rangs de l'armée le 11 juin 2024 et l'épisode
épisode d'une requête tombée sur la radio-télévision du Burkina le 12, en plein conseil des ministres. Le président aura été mis à l'abri dans la banlieue de Ouagadougou, à Lumbila. Par ailleurs, des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés dans le pays ces derniers jours pour soutenir le pouvoir présenté comme vacillant, selon l'AFP du président Ibrahim Traoré. Le 23h vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'ARTCI. L'ARTCI, Autorité de protection des données à caractère personnel de Côte d'Ivoire, rappelle aux structures publiques, privées et aux particuliers que l'utilisation de la biométrie sans autorisation préalable de l'autorité de protection est interdite. Ce communiqué tient lieu d'avertissement et mise en demeure. Le non-respect de cette disposition légale entraînera des sanctions prévues par la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. C'est signé la Direction générale. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 6h30 ce vendredi sur RTI 1. Excellente soirée.